17. L'empereur m'a fait venir à 9 heures chez lui. Il a lu avec moi un article du courrier de Portsmouth où l'empeigné fut au long son séjour à Brière. La peinture était fidèle. Il m'a fait rappeler dans le milieu du jeu pour causer. Une partie de la conversation fournit des développements trop précieux du caractère de l'interlocuteur pour que je n'en transcrive pas ici quelques traits. Il se trouvait parfois entre nous des contrariétés, des picasseries, des bouderies que gênions l'empereur, les rendions malheureux. Il est tombé sur ce sujet et analysé notre situation avec sa logique ordinaire. Il appréciait la peine et les ennuis de notre asile. Ils ont indiqué le meilleur soulagement. Nous devions faire des études et sacrifices mutuels. Nous faisions bien des choses. L'homme est marqué dans la vie quand dominant le caractère que lui avait donné la nature. En s'en rayant un peu l'éducation et sachant le modifier suivant les obstacles qu'il rencontrait. Vous devez tâcher de ne faire ici qu'une famille, observait-il. Vous n'avez suivi peu à sur mes peines. Comment ce sentiment ne souffrait-il pas pour tout maîtriser? Si la sympathie ne peut faire ici tous les frais, il faut être conduit du moins par le raisonnement et le calcul. Il faut savoir compter ses peines, ses sacrifices, ses jouissances pour arriver à un résultat de même qu'en addition que consisterait tout ce qui se calcule. Tous les détails de la vie ne doivent-ils pas être soumis à cette règle? Il faut savoir vaincre sa mauvaise humeur. Il est assez simple que vous ayez ici des différents des querelles, mais il faut une explication et non pas une bouderie. L'une amène des résultats, l'autre ne fait que compliquer les choses. La raison, la logique, un résultat surtout doivent être les guides et les buts constants de tout ici-bas. Et alors, il se citait lui-même, peut avoir suivi ces principes. Eux peut sans être éloigné. Il agitait qu'il fallait savoir pardonner et ne pas demeurer dans une hostile et inquiète attitude qui place le voisin empêche de jouir soi-même, qu'il fallait reconnaître les faiblesses humaines et se plier à elles plutôt que de les combattre. Que serais-je devenu, disait-il, si je n'eusse suivi ces maximes? On m'a dit souvent que j'étais trop bon, pas assez affluent. C'était bien pire. Si j'eusse été le contraire, j'ai été trahi 2 fois. Eh bien, je le serai peut-être encore une troisième. Et c'est par cette grande connaissance du caractère des hommes, cette indulgence raisonnée que je m'étais crié, que j'ai pu gouverner la France et que je sois le plus propre peut-être dans l'état où elle se trouve à le gouverner encore. Et quittant Fontainebleau, n'avais-je pas dit à tout ce que me demandions le ligne de conduite? Elle est de race, je vais le rendre légitime, ce que beaucoup nous ont pas manqué de faire de même. Je n'avais pas voulu laisser écraser ceux qui nous ont été obstinément fidèles. Enfin, je n'avais pas voulu surtout avoir à blâmer personne aurait dû. Ici, contre ma constante coutume, il m'est échappé de questionner en quelque sorte l'empereur. Monsieur, me suis-je écrié de Fontainebleau, votre majesté a songé aurait dû. Oui, sans doute, et par le raisonnement le plus simple. Si les Bourbons, mais si je dis, voulons commencer un cinquième dynastie, je n'ai plus rien à faire ici, mon rôle est fini. Mais si obstinéons par hasard à vouloir continuer la troisième, je ne tarderai pas à reparaître.
On paraît dire que les Bourbons auront alors ma mémoire et ma conduite à leur disposition. S'ils ont voulu, j'ai demeuré plus le vulgaire, un ambitieux, un tyran, un brillant, un flot, qui de sagacité, de sang-froid. Il fallu peu m'apprécier et me rendre justice, mais leur entourage, une fausse marche, m'ont rendu désirable. Et ce sont eux qui ont réhabilité ma popularité et prononcé mon retour. Autrement, ma mission politique était consommée, je demeurais peu toujours à l'île d'Elbe. Et nous doute que, et moi, nous y étions tout gagné, car je ne suis pas revenu pour recueillir un tronc, mais bien peu acquitter une grande dette. Peu le comprendront, n'importe. J'entrepris une étrange charge, mais je la devais au peuple français. Ce cris arrivant jusqu'à moi, pouvais-je demeurer insensible? Mon existence, du reste, à l'île d'Elbe, était encore assez enviable, assez douce. J'allais m'écrier un peu de temps, une souveraineté d'un genre nouveau. Ce qu'il y avait de plus distingué en Europe commençait à venir passer en revue devant moi. J'aurais eu faire un spectacle inconnu à l'histoire, celui d'un monarque descendu du trône qui voyait défiler avec empressement devant lui le monde civilisé. On me jettera. Il est vrai que les Alliés m'auraient enlevé de mon île, et j'ai conviens que cette circonstance a même hâté mon retour. Mais si on eût bien gouverné en France, si les Français ont été contents, mon influence avait fini. Je n'appartenais plus qu'à l'histoire, et l'on n'eût point songé à Vienne à me déplacer. C'est l'agitation créée, entretenue en France, qui a forcé de songer à mon éloignement. Ici, la grande maréchale est entrée chez l'empereur, annonçant l'arrivée du gouverneur, conduit par l'admiral et suivi de tout son état-major. Après quelque temps encore de conversation, Bertrand est resté seul avec Napoléon et j'ai gagné le salon détente. Voilà plein. Nous y étions tous réunis et en grand nombre nous efforçons d'échanger quelques mots. Nous nous observions bien plus que nous ne causions. Au bout d'une demi-heure, Napoléon étant passé dans son salon, le valet de chambre en service à la porte et de notre côté a appelé le gouverneur, qui a été introduit. L'admiral suivait de près, mais le valet de chambre, qui n'avait entendu demander que le gouverneur a refermé brusquement la porte sans admettre l'admiral, qui, sous ces instances, s'est vu même repoussé. Il s'est retiré fort déconcerté dans une embrasure des fenêtres. Ce valet de chambre était Novaraz, bon et vrai Suisse, dont toute l'intelligence disait souvent l'empereur était dans son attachement à sa personne. Nous demeurâmes saisis d'une circonstance aussi inattendue que nous crûmes être la volonté de l'empereur. Mais bien que nous ayons à notre plaindre de l'admiral, nous avons été à lui pour le distraire de son embarras. Sa situation vraiment cruelle nous peinait. Cependant, l'état-major du gouverneur a bientôt après été demandé et introduit. L'embarras de l'admiral s'en est accru au bout d'un quart d'heure. L'empereur ayant congédié tout le monde, le gouverneur est ressorti, l'admiral courut à lui. Ils se sont dit quelques mots avec chaleur, nous ont salués et sont partis. En arrivant dans l'île, il avait jeté l'empereur dans une chambre de quelques pieds en carré.
il y avait retenu du moins, bien qu'il existât d'autres logements dans l'île, notamment celui qui lui-même était agité. Il lui avait indirectement interdit la promenade à cheval dans l'enclos des Briars. On avait abreuvé d'embarras et d'humiliation les officiers de l'empereur lorsqu'ils venaient le visiter généralement dans sa petite cellule. Plus tard, Longwood, il avait placé ses sentinelles sur les fenêtres même de l'empereur et par une tour d'esprit qui ne pouvait être que la plus amère des ironies. Il prétendait que ce n'était que dans l'intérêt tout général et pour sa propre sûreté. Il ne permettait d'arriver à nous qu'avec un billet de sa part. Et en nous mettant ainsi au secret, il disait que c'était une attention particulière pour que l'on n'importunait pas l'empereur et qu'il n'était là que son grand maréchal. Il donnait une balle et envoyait une invitation par écrit au Général Bonaparte, comme à chacun de ceux de sa suite. Il répondait avec un persiflage indécent aux notes du grand maréchal qui employait les mots d'empereur, qui ne savait pas qui lit aucun empereur dans l'île de Sainte-Hélène, qui n'en connaissait aucun en Europe ou ailleurs, qui fut hors de ses états. Il refusait à l'empereur d'écrire au prince régent avant qu'il n'ait reçu la lettre verte, ou qu'on ne lui en donnât lecture. Il avait gêné les regards, les expressions, les sentiments d'autrui pour Napoléon. Mis aux arrêts des subordonnés, nous assurait-on puisse être servi de la qualification d'empereur ou autre expression semblable. Vous étiez souvent néanmoins perçu de 53e et sans doute disait Napoléon, par un sentiment irrésistible de ses preuves. L'admiral avait limité par son seul caprice la direction de notre promenade. Il avait même, à cet égard, manqué de paroles à l'empereur. Il avait assuré dans un moment de rapprochement qu'il pouvait désormais aller dans toute l'île sans que la surveillance de l'officier anglais préposé à sa garde peut même être aperçue, mais 2 ou 3 jours après, au moment où Napoléon mettait les pieds à l'étrier pour aller déjeuner à l'ombre, loin de notre demeure habituelle, il eut un signe désagrément d'être contraint de rentrer. L'officier ayant déclaré qu'il devait désormais faire partie de son groupe et ne point le quitter d'un pas. Depuis cet instant, l'empereur ne voulut jamais revoir l'admiral. Celui-ci, d'ailleurs, n'avait jamais observé les formes de bienséance la plus ordinaire, affectant toujours de choisir pour ses visites des heures et accoutumé des régions dont la mémoire les étrangers de distinction qui reviennent dans l'île pour éviter par là sans doute qu'il ne parvint jusqu'à l'empereur qui ne manquait pas de les refuser. On a vu que l'admiral on avait agi de la sorte lors de la première visite du gouverneur. Sa joie dans cette dernière circonstance sur le mauvais succès du gouverneur n'avait que trop visiblement trahi ses intentions. Toutefois, s'il fallait à travers notre mauvaise humeur et la délicatesse de sa mission résumer une opinion impartiale, nous n'hésiterions pas à convenir à la suite de tant de griffes que ces griffes reposaient bien plus dans les fonds que dans le fond. Et nous dirions avec l'empereur qui avait naturellement un faible pour lui que l'admiral Cockburn est bien loin d'être un méchant homme, qu'il est même susceptible de l'an généreux et délicat, mais qu'il est capricieux, irascible, dominateur
furent habitués à l'autorité, l'exerçant sans élégance, mettant souvent la force à la place de la dignité. Et pour exprimer en deux mots la nature de nos rapports, nous dirions que, comme Julien, il était doux, humain, généreux. Nous lui devons de la reconnaissance, mais que, comme notre hôte, il a été généralement impoli, souvent pur encore. Et nous avons lieu d'en être mécontents, de nous plaindre. Sur les 3 heures, l'empereur fait sa promenade à coude, mais il a beaucoup causé avec nous dans le jardin. Et au calèche sur les circonstances du matin et la conversation sur cet objet a repris encore après le dîner. Quelqu'un a observé toutefois assez plaisamment que les 2 premiers jeux du gouverneur avions été des jeux de bataille et devions lui faire croire que nous étions intraitables, nous qui sommes naturellement si doux et si patients. À ces dernières expressions, l'empereur n'a pu s'empêcher de sourire et de pincer l'oreille de l'observateur. On est passé de là aussi néanmoins de Sir Hudson. On a trouvé un homme d'environ 45 ans, d'une taille commune, mince, maigre, sec, rouge de visage et de chevelure, marqué des taches de rousseur, des yeux obliques fixant à la dérobée et rarement en face, recouvert des sourcils d'un blond ardent, épais et fort, prominent. Il est deux, dit l'empereur. C'est une face particulière. Mais ne nous hâtons pas de prononcer le moral. Après tout, peu accommoder de cette figure de sinistre, cela ne serait pas impossible.